Alors, je ne suis pas expert en infectiologie, moi je suis médecin urgentiste, mais aussi diplômé en médecine de catastrophe, formé en NRBC, en psychotrauma et en gestion des risques et contentieux médical. Donc, les données scientifiques sur le virus que je voudrais vous exposer sont plutôt à destination des soignants et notamment pour l'accueil aux urgences, afin de savoir un peu à quoi ressemble donc la clinique et donc de l'infection par Covid-19. Donc nous sommes le 20 mars et les choses peuvent évoluer, voilà, elles évoluent très vite en termes de connaissances. Je fais cette vidéo parce qu'en fait j'ai fait déjà 4 staffs pour l'ensemble, 5 staffs donc, pour les services d'urgence et en fait on m'a demandé à chaque fois d'en refaire et aussi pour les directions des hôpitaux parce que donc, les gens sont l'impression, soit de ne pas avoir les informations compréhensibles, soit ils ont besoin en tout cas de réentendre et d'avoir des choses claires. J'espère être le plus clair possible. Voilà. Et je ne sais pas tout et on ne connaît pas tout non plus pour cette infection. Donc je pense que ce qui est très important, s'il y avait vraiment 2 choses à retenir, c'est qu'il y a 98% donc, de guérison pour le Covid-19 et que la guérison est attendue au 14e jour après le début des symptômes. Même si ces chiffres de 98% de guérison sont peut-être un peu faux, c'est important de travailler avec ça pour nous en tant que soignants et aussi pour les patients. Donc le début des symptômes, donc, c'est un syndrome grippal avec donc, des douleurs musculaires, de la toux, de la fièvre, éventuellement aussi un mal de tête. L'incubation, on estime à peu près, mais là tout le monde n'est pas d'accord, qu'elle est à peu près 5 jours avant l'apparition donc, des symptômes. Et est-ce qu'il y a des contaminations pendant la période d'incubation? Ça, j'ai pas l'impression qu'on sache clairement les choses. Peut-être 24 heures avant le début des symptômes, mais voilà, c'est une notion assez imprécise. Ce qui se dégage là, au 20 mars, c'est que entre le 7e et le 9e jour après le début des symptômes, c'est une période où peut arriver donc, des signes qui sont évocateurs d'une forme grave du Covid-19 et de façon inattendue, ce sont des troubles digestifs surtout avec donc, des diarrhées, des vomissements et qui peuvent précéder l'apparition des troubles respiratoires de 24 heures. Donc J7 à J9, on peut avoir des troubles digestifs et ensuite, 24 heures après, des troubles respiratoires. Et là, on va donc s'orienter vers probablement une forme grave du Covid-19 avec une pneumopathie virale, donc, qui est une infection donc, au niveau du poumon qui commence donc déjà parfois à donner donc, une détresse respiratoire ou en tout cas un essoufflement et qui peut aussi ensuite s'aggraver avec une surinfection bactérienne et éventuellement aussi dériver en SDRA, donc syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, et qui est donc une espèce d'inflammation diffuse complète des poumons et qui ne permet plus en fait l'échange de l'oxygène entre l'intérieur du poumon et le sang. Et là donc on est évidemment obligé donc de mettre en place une assistance respiratoire, puisqu'en fait les gens non seulement on ne s'oxygène plus, mais en plus s'épuisent à lutter pour pouvoir respirer. Alors, à ce jour, donc la recommandation de la Société française de radiologie, c'est plutôt de pratiquer un scanner donc, dans les formes déjà avec des signes de gravité, donc qui sont la détresse respiratoire, la désaturation, les malaises, et donc de faire un scanner, sachant que la radiologie, donc soit conventionnelle par radiothorax ou le scanner, ont à peu près 3 jours de retard par rapport au début donc de l'infection avant qu'il y ait des images pathologiques. Donc, les images donc, sont bilatérales et en verre dépoli au scanner. Donc, il faut que ça soit vraiment bilatéral. Alors, quelque chose de nouveau aussi, entre guillemets, qui rend intéressant aussi cette pathologie, c'est qu'il y a plusieurs formes cliniques, mais d'un point de vue médical, c'est intéressant évidemment, c'est pas autre chose. Donc il y a des formes associées à donc, des syndromes coronariens aigus, des myocardites donc compliqués d'œdème aigu du poumon, et dans les formes d'OAP, on peut avoir des formes spastiques, donc un peu à type de crise d'asthme, ou des embolies pulmonaires qui pourraient être associées aussi au Covid. Donc on a l'impression en fait que le virus Covid, il a un tropisme un peu cardiaque, cardiovasculaire, et donc qui donne aussi pas mal de complications cardiaques et vasculaires.
Une notion importante, c'est qu'il y a une dyspnée d'effort qui peut être avec des constantes normales au repos, notamment chez les personnes jeunes. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on accueille des personnes jeunes, de leur demander s'ils ont une notion de dyspnée d'effort. Est-ce que lorsqu'ils montent les escaliers, par exemple, ils sont essoufflés? On peut faire éventuellement aux urgences un ruffier, et donc ça va être leur demander en fait de faire 20 steps, c'est-à-dire qu'on va leur demander, donc, en pouvant s'appuyer, parce que c'est pas un exercice d'équilibre, donc en fait de faire 20 fois ça, on va leur mettre la SAT en même temps, et on va regarder torse nu ou en soutien-gorge, savoir s'ils ont des signes de détresse respiratoire, des signes de lutte qui vont apparaître, ou donc une désaturation à ce moment-là. À ce moment-là, s'il y avait une dyspnée d'effort, il faut considérer donc ça comme une forme grave et donc avoir un avis complémentaire avec des spécialistes. Je pense avoir déjà vu donc sur une journée 2 tachypnées, donc 30-35, qui étaient probablement psychogènes. Donc les gens sont dans un tel état d'angoisse, sont tellement donc stressés et ont tellement peur qu'ils arrivent à se déclencher des symptômes. Je me demande si moi-même je ne me suis pas déclenché des symptômes d'angine, de tout un peu complètement isolé. Enfin voilà, on n'en sait plus trop grand-chose là. Parfois on est un peu perdu et je pense voilà, qu'il y a pas mal de somatisations aussi qui peuvent être traitées par Atarax sous réserve d'une contre-indication, mais en tout cas donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Alors. Ce qu'il faut important, toujours se rappeler, c'est que l'asthénie, même majeure, chez une personne jeune en bonne santé et donc avec des constantes normales, c'est pas donc un signe de gravité. Alors même une personne jeune, même à domicile, qui se sent très fatiguée, souvenez-vous, les syndromes grippaux, ça peut vraiment énormément fatiguer. Donc c'est pas parce que les gens sont très fatigués qu'ils sont forcément graves, du tout. Par contre, chez une personne qui donc est âgée ou qui a des comorbidités, à ce moment, une altération de l'état général, oui, une asthénie majeure, et ça c'est important, il faut considérer que c'est une aggravation du Covid. Une dernière chose donc par rapport aux personnes immunodéprimées hospitalisées, donc on redoute beaucoup les surinfections bactériennes et donc les personnes qui sont Covid+ ou suspectes de l'être, puisqu'on va avoir de moins en moins de possibilités de faire les tests de dépistage, ils vont être mis sous augmentin quand on les hospitalise, et les patients qui sont hospitalisés avec des signes de gravité, il faudra les mettre sous rofamicine et claforan à ce jour, donc le 20 mars. Concernant les détresses respiratoires aiguës avec donc spasticité, donc les OAP type asthme cardiaque qu'on va avoir associé au Covid, il est plutôt déconseillé de faire des aérosols parce que ça va diffuser dans la pièce donc le virus. C'est pas validé scientifiquement à ma connaissance, mais j'ai pu le constater sur plusieurs patients déjà que ça avait bien amélioré leur situation et ça avait permis d'éviter donc les aérosols. C'est de faire des injections sous-cutanées, donc soit de bricanil 0,5 mg, donc c'est des ampoules, et d'en mettre 2 donc en injection sous-cutanée, ou de prendre sur les ampoules injectables de salbutamol 2 mg, donc c'est-à-dire 2 ml, et de les injecter en sous-cutané. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une information qui est plus diffusée. Il ne faut pas donc prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens au cours des syndromes grippaux qui peuvent être associés au Covid-19. Donc comme la pandémie là, elle est mondiale, en ce moment vraiment, il faut proscrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ibuprofène, nurophène, kétoprophène. Voilà. Je vous répète, vraiment le message le plus important, c'est qu'il y aura 98% de guérison et une guérison attendue à J14 pour l'ensemble des patients, sachant que ceux qui vont développer des formes graves sont les personnes donc âgées ou qui ont déjà des problèmes de santé sévères.